Ok, du coup, est-ce que, pour moi, ça s'est bien passé dans la taverne? Non. Ah voilà. Yeah! C'est perdu. J'ai gagné. Et ouais, bah moi j'ai réussi à trouver la réponse. Et vous, bah vous avez tout foiré. C'est normal, vous êtes mauvais. Non, je suis fort. Alex, c'est un coopératif en fait. c'est un coop. Donc en fait on a tous perdu quoi. Là, tous ensemble, on a perdu. C'est un coop. Mais c'est un quoi? C'est un coop. Bon, enfin, vous avez plus perdu que moi quand même. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Une première petite info, c'est que à la fin de cette vidéo, vous avez un focus sur Almost Innocent. C'est le jeu que vous avez peut-être aperçu au début du sketch. On en parlait justement tout à l'heure. C'était des sketchs qui nous est venus très rapidement parce que ce sont des faits réels. Effectivement, j'aime beaucoup les jeux coopératifs, mais j'ai tendance à être un peu traître sur les bords, quitte à en oublier que le jeu est coopératif. Je confirme. Ça fait rager un peu les collègues. Moi j'aime bien. J'aime bien mettre une notion de traître dans le jeu toujours. Qui n'est pas dans les règles de base, mais voilà. Ça pimente toujours un peu les parties. On va, je crois, commencer tout de suite la vidéo avec la première nouveauté qui est, hop, le Vélonimo édition spéciale, l'édition limitée du Tour de France. Alors c'est une toute petite boîte, parce que Vélonimo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est cette boîte-là. Alors vous n'avez pas forcément la tête de Jeff sur le vôtre, hein, c'est normal, nous c'est parce que Jeff, il aime le vélo, il aime les jeux de société, donc Vélonimo ça lui parle. Tout comme l'auteur, ils font du vélo tous les deux. Et du coup, c'est souvent la recommandation de Jeff, parce que Vélonimo c'est un petit jeu méga simple. Vraiment pour l'été c'est top, c'est un jeu qui fait un peu penser avec des vibes un peu de président mais en beaucoup plus malin parce qu'on a la touche Catala par dessus. Ici on a une version Tour de France, donc c'est tout petit, c'est vraiment un format belote parce qu'il y a beaucoup moins de cartes, donc vous y jouez à moins nombreux, je crois qu'on perd un joueur en route, donc c'est 4 joueurs maximum à partir de 7 ans. Je te laisse montrer éventuellement le dos de la boîte, même si bon, il n'y a pas grand chose, mais vous verrez, ça montre bien ce qui a été rajouté. C'est une petite variante et c'est aussi surtout un petit prix. Donc pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, 20 minutes la partie environ. En fait, de base dans le Vélonimo, on a normalement 5 manches, là vous en avez que 3. Donc déjà les parties sont plus courtes. Et ensuite, pour compter les points, en fait vous avez le même système que dans le Vélonimo. Je vous envoie directement, enfin sur les règles du Vélonimo classique évidemment pour comprendre ce que je dis. Mais en gros maintenant le scoring c'est qu'à la dernière manche vous allez tout simplement scorer votre total x2. C'est ça un petit peu la différence sur le calcul. Ensuite ce qui change énormément c'est que d'habitude dans Vélonimo vous avez des cartes de baroudeurs qui ont une valeur fixe. Maintenant ces cartes là ça s'appelle les Maxou si je dis pas de bêtises. Et dessus vous avez un maillot qui est coloré. Et donc quand on va jouer nos cartes, nos combinaisons, dès qu'un joueur remporte la manche, entre guillemets, ou remporte du moins le tour, c'est-à-dire que tout le monde a passé et qu'il a été vainqueur sur ce tour-là, on va défausser les cartes qui sont au centre et on va recommencer une partie. Dans les cartes défaussées, si vous avez un baroudeur qui a été défaussé, vous verrez il y a un maillot dessus d'une certaine couleur, vert, rouge ou bleu, et du coup ce maillot-là vous le récupérez. D'accord. Et sur ce maillot-là, il y a marqué, on le voit ici, il y a marqué un +1. Et en fait ce +1-là, ça fait +1 point en fait, dans votre score à la fin de la manche. Donc c'est intéressant de récupérer les maillots, vous pouvez en cumuler plusieurs, mais attention parce que vous pouvez les perdre d'une manche à l'autre. Quand un joueur a gagné la première manche, on lui donne le maillot jaune, et le maillot jaune ça indique que c'est vous en fait le premier du peloton, donc c'est vous le gagnant pour l'instant. Au bout des 3 manches, à la fin on calcule le score, on donne le maillot jaune à celui qui a le plus de points, et donc c'est celui qui a le maillot jaune qui gagne la partie. C'est vachement chouette d'avoir les mêmes sensations que le Vélonimo, mais dans un tout petit format, un tout petit prix. Je sais pas s'il y a, on va dire, une meilleure opportunité de prendre celui-ci ou celui-ci, j'en ai strictement aucune idée. Il faudrait que je joue parce que celui-ci j'y ai beaucoup joué. Celui-ci j'y ai pas joué et je pense que le petit twist peut être intéressant. Ce qui serait intéressant c'est de pouvoir aussi l'intégrer dans l'autre. J'ai pas vu si ça faisait office d'extension, si on pouvait les rajouter. Je pense pas, je pense que c'est une version plus mini. Oui, c'est un jeu à part. Mais je pense que c'est très cool d'avoir les deux en fait, parce que quand vous... je sais pas, celui-là vous le mettez dans votre poche, l'autre vous l'avez à la maison, puis comme ça vous vous baladez. Clairement. Les gens découvrent ça et après ils achètent celui-ci. Vous faites comme vous voulez, mais je trouve ça très cool comme petite version de jeu avec un petit format belote, c'est toujours très sympa. Donc très peu de cartes, je crois qu'il y en a 32, 36. Ok. On enchaîne. On a vu un Bruno Catala, maintenant on va voir Elawa, donc de chez Bombix. Ça c'est une collaboration avec Johan Goupy et Corentin Lebras. C'est illustré par Elsa Roman.
c'est à partir de 8 ans, c'est pour 2 à 4 joueurs, et c'est des parties d'environ, je dirais 20 minutes, une demi-heure, 20 minutes ils mettent, soit. Elawa, donc vous avez le matériel ici, et une patte graphique qu'on n'avait pas forcément vue ailleurs, notamment Elsa Roman, ça me dit rien du tout, moi je ne me souviens pas avoir vu cette patte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, il y a une patte en tout cas artistique, ça c'est toujours la particularité de Bombix, en tout cas ils ont toujours des boîtes qui ne s'oublient pas en termes d'illustration, souvent c'est assez bien travaillé. Dans le matos, c'est assez minimaliste, on va avoir des petits jetons de ressources, on va avoir une thématique un peu de préhistoire, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais Elawa, à l'envers ça se lit Awale. Quoi? Incroyable, et oui j'ai fait LV2 Verlan. Et en fait, c'est normal parce que la mécanique du jeu va s'apparenter un petit peu à l'Awale. Alors sauf qu'on va pas forcément plus s'égrener, mais vous allez voir. Vous allez avoir des tas comme ça dans la mise en place. Le but du jeu, ça va être essentiellement de marquer des points, et pour marquer des points, en fait, on va collecter des cartes devant soi. On va pouvoir y placer, quand c'est des cartes de cueillette, des éléments dessus. Et quand on va avoir des valeurs fixes dessus, c'est des points, tout simplement. Et donc chaque carte va marquer des points différemment. Parfois c'est brut, parfois c'est sous certaines conditions. Ces cartes-là, on va les jouer durant notre tour, et la fin de la partie va s'enclencher quand ce tas-là de braise en fait sera vide. Il va se vider au fur et à mesure quand les autres tas ici seront vidés. Comment se passe un tour de jeu? En fait, durant mon tour, durant la partie, je vais avoir des cartes en main, mais la première chose que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une carte visible de l'un des tas, et en fait, vous allez le voir sur une carte, en bas à droite, il y a toujours un chiffre compris entre 1 et 3. Si, mettons, je choisis cette carte-là, en commençant par le paquet qui se trouve juste à gauche, donc je vais prendre cette carte-là, je vais la mettre dans ma main, mais en commençant par le paquet qui est à gauche, je vais récupérer une ressource à chaque fois, mais là c'est jusqu'à 3, donc en fait je vais prendre cette ressource-là en première ressource, puis je décale à gauche et je prends cette ressource-là, puis je décale et je prends cette ressource-là, parce que le chiffre est de 3. Si ça avait été 1, j'aurais récupéré que cette ressource, si ça avait été 2, j'aurais pris celle-ci et celle-ci. Donc là je prends cette carte-là, le chiffre est de 3, je récupère cette ressource et cette ressource que je vais placer sur ma carte de personnage. Une fois que j'ai récupéré les ressources, j'ai du coup des cartes en main qui ont un coût, comme on peut le voir ici, toujours à gauche de la carte. Donc je peux maintenant dépenser des ressources pour jouer une carte. Donc, par exemple, je pourrais dépenser cette carte-là. Alors il faut faire attention parce que cette carte-là rapporte 16 points, elle me coûte ça en ressources, mais vous le voyez ici, il y a une icône de carte un peu brisée, ça veut dire qu'en fait je dois défausser une carte en plus dans le coup. Donc mettons si je joue cette carte-là, je la mets devant moi, je paye les ressources indiquées, donc là c'est 2 pots et un petit silex. Alors les ressources, je vous le dis vite fait, il y a des silex, il y a de la viande, il y a des pots de bêtes, il y a des os. Les os en fait ça va être des jokers. Et il y a des petites baies. Voilà. Ces ressources-là, je les défausse, je pose ma carte, on me demande de défausser une carte en plus, je vais défausser cette carte-là parce que je pourrais jamais la jouer. Non d'ailleurs je pourrais la jouer, donc je vais défausser celle-ci. Voilà, celle-ci est défaussée. Et ensuite c'est au jour d'après. Il faut savoir que quand vous avez joué une carte, notamment ce genre de carte-là, cette carte-là est un peu spéciale parce qu'en fait elle a un pouvoir de cueillette. Quand vous avez des cartes avec ce genre de symbole-là, ça veut dire qu'une fois que vous avez joué, la dernière action que vous avez le droit de faire, c'est justement de prendre une de vos ressources qui correspond à la ressource indiquée et de la mettre sur cette carte-là. Et je peux le faire qu'une fois par carte. L'idée c'est quoi? C'est qu'ici, vous voyez, vous avez un petit score ici qu'on vous dit que c'est 1 point par petit fruit ici, par petite baie, que vous avez sur cette carte. Donc il vaut mieux que j'en ai à chaque fois pour pouvoir en stocker un maximum. Voilà. Il y a des petites subtilités, notamment au fur et à mesure que les joueurs vont jouer, on va vider on va vider des tas en fait. Et quand un tas est vide, ce qui va se passer, c'est que je vais, en plus d'avoir vidé le tas, récupérer la braise du dessus, là, le petit jeton qui est sur le tas, et je vais le récupérer en plus parce que j'ai vidé un tas. Ensuite, on reconstitue un tas avec la réserve, hop, et on refait un tas en fait de 5 tuiles tout simplement, qu'on va mettre face visible. Plus les tas se vident, plus le tas central se vide, et comme je vous l'ai dit, en fait, au fur et à mesure de la partie, ça, une fois que c'est vidé, du coup, ça met fin à la partie. On termine le tour en cours, évidemment, jusqu'à revenir au premier joueur. Et ensuite, on compte les points. Donc là, par exemple, j'aurai 16 points, parce que c'est inscrit. Là, par exemple, j'ai 2 points par carte de cueillette. J'en ai une là, et malheureusement, c'est tout. Là, donc, du coup, j'avais 2 points, 16, 18. Là, j'ai 1 point par petite baie, donc 3 points, en fait. Et ici, 14 points directement. On fait la somme de tout ça. Et celui qui a le plus de points l'emporte. Donc c'est méga simple en termes de mécanique. En gros, vous choisissez une carte, vous prenez les ressources en fonction du chiffre, et ensuite, du coup, vous pouvez jouer une ou plusieurs cartes si vous avez les ressources, et ensuite, vos effets de cueillette peuvent s'appliquer, donc vous placez des ressources dessus. Donc on est sur un jeu en fait de combo de cartes, de collection, avec un mélange de jeux de gestion de ressources, en empruntant une mécanique qui est plus connue sous des jeux abstraits comme l'Awale. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Je pense qu'on peut continuer dans les nouveautés avec le très attendu Star Wars Villainous, la puissance du côté
obscur. Bah oui, parce qu'avant on pouvait jouer les méchants de Disney. Maintenant que Star Wars est Disney, bah, on va pouvoir jouer maintenant les méchants de Star Wars. La donc, couverture rétro classe. Sith. Tout à fait. Bah, en même temps, on pouvait difficilement faire plus effrayant, plus iconique que se mettre Vador en tout devant. Donc forcément, dans cette boîte-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme méchant? Évidemment, Dark Vador qui sera présent. On aura le général Grievous, on aura Asajj Ventress, on aura Moff Gideon et on aura Kylo Ren. Donc vraiment, là, on peut tous s'y retrouver, hein, que ce soit du Clone Wars, du 1, 2, 3, du 4, 5, 6, du 7, 8, 9 et du Moff Gideon pour ceux qui connaissent le Mandalorian. Comment ça va se passer? Alors globalement, on retrouve les mêmes mécaniques que Villainous. Hein. Vous avez un plateau avec les différents lieux. Vous allez déplacer votre pion, vous allez pouvoir jouer des cartes, gagner du crédit, pardon. Mais il y a des petites subtilités. La première, c'est que maintenant vous avez des cartes qui se payent en crédit et d'autres qui se payent en ambition. Ok. L'ambition, c'est une nouvelle ressource pour jouer des cartes. Et donc du coup, il y a une nouvelle action. Vous avez action jouer des cartes, donc en payant des crédits. Et vous avez une nouvelle action qui est jouer des cartes, mais d'ambition. L'ambition du coup est un autre coup, mais vous en générez un à chaque début de votre tour. Donc ça va, c'est pas non plus, c'est une ressource qu'on va gagner quand même continuellement, pas comme le crédit. Ensuite, sur le côté de votre plateau, vous allez avoir une petite section qui représente un peu l'espace. Donc il y a une nouvelle dimension, parce qu'il y a des cartes maintenant de héros, de personnages comme d'hab dans le classique, mais en plus de ça, on a des personnages qui sont en fait des véhicules. Donc il y aura une dimension où on va pouvoir jouer des véhicules dans l'espace, ça nous octroie des effets, et notamment ça ajoute un nouveau lieu. Donc ça c'est top parce que ça nous permet d'avoir de nouvelles icônes en fait sur votre plateau. Donc ça rajoute des icônes en fonction du vaisseau. Le truc c'est que dans le paquet de fatalité, vous avez du coup des héros mais aussi des véhicules du coup qui vont vous bloquer. Quand un véhicule va se mettre sur le vôtre, il efface du coup comme un héros classique vos icônes et vous n'avez souvent plus accès à ça. D'accord. Si vous le souhaitez, vous pouvez payer 1 d'ambition pour mettre à côté de votre plateau votre vaisseau. C'est-à-dire qu'en fait vous laissez les icônes visibles, mais dans ce cas-là vous n'aurez pas accès au pouvoir de mémoire et surtout votre main sera toujours limitée à 3 cartes et non pas à 4. Donc tant que vous n'êtes pas, on va dire, supérieur dans l'espace par rapport aux adversaires, entre guillemets, bah vous aurez toujours une main limitée. Il va falloir essayer de gérer 2 plateaux, le vôtre et puis le côté espace un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en plus de ces mécaniques-là? Bah en fait, essentiellement, ça va changer pas mal de choses. L'ambition et puis le contrôle un peu de l'espace. Après, évidemment, ce qui va beaucoup changer, c'est les conditions de victoire de chacun des personnages que je n'ai pas regardé en détail, je vous laisserai le découvrir, mais je peux vous dire que par exemple, Kylo Ren, il a des petits jetons sur un plateau à côté avec la force de la lumière et de l'obscurité, forcément, et bah, vous, ce sera plutôt votre objectif de basculer Kylo Ren dans le côté obscur, et l'ennemi va essayer de le basculer dans la lumière. Voilà. En gros, pour une des mécaniques, mais après le reste, je vous laisserai le découvrir, évidemment. Ça, c'était pour Villainous Star Wars, et je laisse la parole à Antoine. Salut à tous! Alvéola, la cité des abeilles, un jeu de Thomas Favrelière, illustré par Mathieu Martin. C'est un jeu édité par Toumanta, c'est même le premier jeu édité par Toumanta, et je dois dire que bah, pour le coup, c'est magnifiquement édité. Je les ai croisés, et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu à Alchimie du jeu, cette année-là, il n'y a pas très très longtemps. Et ça se voit que ce sont des amoureux de leur jeu, que ce sont de véritables passionnés. Et du coup, ça transpire via la qualité du matériel, déjà, pour commencer. Et puis les règles qui sont très bien écrites, ça c'est toujours un plus. C'est un jeu pour 2 à 4 personnes à partir de 8 ans, donc c'est un jeu de stratégie familial dans lequel on va essayer de faire plus de points que les autres joueurs en, on va dire, 20 minutes à une demi-heure de jeu. On va chacun avoir notre groupe d'abeilles, donc moi par exemple, hop là je vais jouer la ruche verte, j'ai 4 abeilles et j'ai la reine abeille. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais tout simplement commencer par pouvoir faire une action optionnelle. Cette action optionnelle, ça va être de dépenser des fleurs, vous allez voir qu'on peut les obtenir au cours de la partie, ces fleurs, pour faire l'un des 3 pouvoirs qui a été tirés ou choisis en début de partie. Il y en a plein, il y en a 3 de chaque en fait, et bien du coup d'une partie à l'autre vous n'aurez pas forcément les mêmes. Action optionnelle, on peut choisir de garder ses fleurs pour plus tard, sachant qu'en soi ça fait pas de points de victoire, donc le but c'est quand même de s'en servir. On va passer ensuite à l'action obligatoire qui est un petit peu le cœur du jeu. J'ai ici ma cuillère à miel que je vais pouvoir avancer de 1 à 3 cases, donc en fait comme ceci, hein. Et admettons, hop là, j'avance de 2 comme ceci, je vais récupérer cet élément, et cet élément, je vais le rajouter sur la ruche, qui est centrale, donc en fait c'est la même ruche pour tout le monde. Sur cette ruche, on voit qu'il y a des frelons qui sont déjà posés, ils vont rester là, et ils vont nous embêter. Oui, ils vont vous mettre la pression à maximum. Ce morceau que je viens de récupérer de ruche, je vais pouvoir le mettre soit adjacent
ce qui a déjà été posé. Donc il faut qu'il y ait toujours deux petites alvéoles comme ceci qui connectent. J'ai par exemple pas le droit de faire quelque chose comme ça, admettons. Oui. Il faut toujours qu'il y ait 2 alvéoles. Si je fais ça, j'agrandis la ruche et donc je vais récupérer des petites fleurs. C'est comme ceci qu'on les récupère. Ok. Par contre, je pourrais aussi jouer au-dessus. Et là, par exemple, oui, c'est bon. Il va falloir jouer en contraste, parce qu'on le voit, il y a des alvéoles vides, il y en a qui sont pleines, et vous devez poser les vides sur des pleines et inversement. Des pleines sur Hop des là, vides. exactement. En gros, thématiquement, vous avez vidé, parce que on est des abeilles, donc on travaille, vous avez vidé ce qui était plein, et du coup vous avez rempli ce qui était vide. Du coup là, ça veut dire que j'ai récupéré 2 miels, et ben c'est super, je vais récupérer 2 jetons de miel. Ça, c'est des points de victoire bruts. Vous allez essayer de faire ça un maximum de fois. Ce que je peux faire par la suite, c'est à nouveau optionnel, ça va être de poser ou de déplacer, si j'ai déjà sur le plateau, une abeille. Je vais poser sur la tuile que je viens de poser et sur une alvéole pleine. Cette abeille, elle me fera des points en fin de partie, elle me fera des points qui correspondent à son étage. Donc étage numéro 1, ce serait 1 point, 2 points, et ainsi de suite. On peut monter jusqu'à l'étage numéro 4. Quand j'aurai posé toutes mes abeilles, mes ouvrières, je pourrai ultérieurement poser ma reine, si jamais les conditions le permettent. Et si je fais ça, on termine le tour, donc tous les autres joueurs vont jouer une fois, et ça va mettre fin à la partie. La reine, elle, en elle-même, va valoir 4 points également, elle doit être au 4e étage. Forcément. Ok. Pas facile. Pour terminer, on va regarder si, en progressant avec ma cuillère à miel, j'ai passé des symboles de frelons comme ceci. Alors là, c'est pas le cas, mais admettons, on triche un petit peu. On va faire comme ceci. Hop là, j'ai passé un symbole de frelon. Eh bien, j'ai droit à un déplacement de frelon. En fait, je dois le faire, ce déplacement de frelon. Quand on fait un tour complet, il va y avoir aussi un frelon qui est imprimé ici, donc on l'activera à chaque fois, évidemment. Il peut y avoir plusieurs activations. Si, admettons, j'ai 2 activations, moi j'avance de 2 cases, là je n'ai qu'une activation, je n'avance que d'une case. Je vais essayer de pas trop l'approcher dans ma direction, je peux le déplacer là. Je vais pas faire ça, par exemple, ça me paraît pas être une bonne idée, je vais déplacer celui-ci dans cette direction. Pourquoi? Parce que si ce frelon, je le mets sur une case où il y a une abeille adverse, tant qu'à faire, elle se fait tuer, en fait, tout simplement, et elle part au cimetière des abeilles. On va faire perdre des points bruts aux adversaires, c'est très 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 méchant. C'est écrit dans les règles d'ailleurs, il y a un petit point que j'ai vu, où ils disent pour un ratio de temps de frelons, il y a tant d'abeilles qui sont zigouillées en 30 secondes, un truc comme ça, enfin c'est incroyable, les chiffres sont assez fous. Okay. Les frelons sont une vraie menace pour les abeilles. Oui, mais dans la vraie vie, c'est pas très cool, les frelons. Et voilà en gros comment on va jouer. Donc jusqu'à qu'il y ait un joueur qui mette fin à la partie, il y a une autre condition de fin de partie, c'est lorsqu'on continue et qu'on fait des tours et des tours et des tours, si on vide des emplacements, ça peut mettre fin à la partie. Sachant que le but c'est quand même d'essayer de construire donc de construire en hauteur notamment pour essayer de poser vos abeilles parce que c'est comme ça que vous ferez une grande partie de vos points et donc que vous allez essayer de gagner en mettant votre reine, tant qu'à faire. Je vous les ai pas expliqués, les pouvoirs je vous explique ces 3 là, je vais pas tous vous les expliquer, mais par exemple ici en dépensant une fleur, vous pourriez avancer de 4 avec votre cuillère à miel au lieu de 3 maximum. Ici vous avez droit à un déplacement de frelon et si vous dépensez 3 fleurs, vous pouvez faire 2 miels, donc 2 points bruts. Pas mal, ça va se calculer tout ça. C'est tout en plein de petits dilemmes Alvéola. Il n'y a pas non plus 10 000 actions, vous avez vu. Alors c'est un peu particulier parce qu'on a actions optionnelles, obligatoires, optionnelles et obligatoires. Mais en fait, une fois qu'on a fait 2-3 tours de jeu, c'est vraiment fluide. Et on peut jouer en équipe. Voilà, ouais. Ça, c'est sympa. Ça, c'est cool. En croisé, alors moi justement, j'avais joué avec Alchini. J'étais en équipe avec Bruno du Passe-Temps, enfin du ex-Passe-Temps, qui le pauvre a dû regretter parce que moi j'ai quand même cette capacité incroyable de savoir s'aborder des parties en plein vol. Je crois qu'il a un peu regretté amèrement de jouer avec moi, d'être dans la même équipe. Ceci dit, c'était sympa. Et voilà, donc je suis bien content qu'Alvéola soit à la boutique. Et bien, on va souhaiter longue vie à tout Manta. Et j'espère que tous les jeux qu'ils vont proposer vont être de la même qualité. Et on va se balader un petit peu par ici. On a vu dans les commentaires que vous aimez bien quand on se balade dans la boutique. Donc on se balade. Hop là. Et on arrive face à Stratus et Nimbus, des éditions Flip Flap, des jeux de Paul-Henri Argio et Cyril Blondel, illustrés par Julie Gruet. À l'instar de Ricochet, ce sont des jeux basés sur les mots. Oui. Le langage, le vocabulaire. L'association de mots, effectivement. Exactement. Ouais. Stratus, plutôt familial adulte, à partir de 10 ans, et Nimbus à partir de 7 ans. Pour jouer peut-être, a priori, plutôt avec des enfants, il est vraiment plus simple. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, moi je me suis amusé sur les deux. Je vous explique rapidement, il y a un dos de boîte qui est super bien fait. En gros, vous allez avoir une plaquette comme ceci, un plateau, avec des cases et des mots sur ces cases. Vous allez également avoir des sortes de
de polyomino comme des pièces de Tetris en fait, Oui. qui sont des nuages, des stratus du coup j'imagine. On va recouvrir des mots avec une forme si l'on pense que ces mots ont une thématique en commun. Exemple, ici on voit, ça a été entouré en rouge, il nous facilite la vie, oiseau, rapace, royal et vol. Pour moi, c'est clair, très clairement aigle. Ça tombe bien, si on regarde sur le plateau, on va trouver qu'il y a le mot aigle. Du coup, avec mon gros carré là, hop là, je vais recouvrir ces 4 mots. Et ensuite, je vais mettre un petit nuage à côté de aigle tout en le laissant visible pour dire voilà, le mot qu'on cherche, le mot que ça dévoile, c'est aigle. Alors si on continue, on voit qu'il y a une espèce de barre de 4 ici. Alors je triche, je fais à l'envers. Normalement, c'est vide et on complète, mais pour l'explication, c'est bien pratique. Oie, société, olympique, bille. Je pense que c'est jeu, par exemple. Oui, Ok. ça semble On va correspondre. compléter notre plateau comme ceci. À la fin, il va y avoir des mots qui vont apparaître. Ici, ça va former une phrase. Alors c'est marrant, parce que quand on le lit de haut vers le bas, ça nous dit « Je finis de découvrir la règle ». C'est trop fort. Et du coup, voilà, vous connaissez la règle du jeu. C'est pas un gros spoiler du coup. Là, je suis pas en train de vous gâcher l'expérience de jeu, puisque ce dos de boîte est là pour vous faire découvrir comment ça fonctionne. Et des fois, on se dit, bah, du coup, il suffit de trouver les mots à droite à gauche et puis les associer entre eux, puis on n'a pas forcément besoin de tout recouvrir. Oui. Et ben bon courage, parce que franchement, si on ne suit pas le processus qui a été prévu par les auteurs, mais c'est super difficile de le trouver. Et puis de toute façon, c'est pas le but non plus. Autant moi, Ricochet, personnellement, c'est pas un jeu que j'avais trouvé incroyable. En tout cas, moi, je suis pas fan de jeux de vocabulaire, de langue, d'association de mots. Je sais qu'il a eu un gros succès parce que c'est franchement bien édité. Et là, quand même, ça m'a vraiment impressionné. Ouais. Stratus et Nimbus, vous allez voir, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant en termes de travail éditorial. Alors, nul doute que si vous avez aimé Ricochet, vous allez vous régaler là-dessus. Et donc, Nimbus fonctionne un peu sur le même principe. En plus simple, ici nous avons des dessins en fait. Ces dessins, si on regarde de plus près, en fait, ils forment des lettres. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, ce sont les dessins en eux-mêmes, puisque ces dessins ils vont être à nouveau liés par des thématiques. Donc par exemple ici on voit que nous avons des ballons, il y a 4 ballons à côté, à nouveau on va mettre notre gros carré. À nouveau on va regarder avec notre ligne, ici, ce sont des fleurs à chaque fois, et bien on va mettre notre barre comme ceci. Là, il n'y a pas besoin forcément de trouver ailleurs sur le plateau le mot en commun. En fait, simplement, vous trouvez une caractéristique commune et puis vous retrouvez. Et en fait, ce sont les lettres qui vont rester, qui vont former un mot. Et ici, du coup, on vous dit, dans Nimbus, il y a de la horizontale, dans chaque verticale. Et bien, du coup, ça fait, dans Nimbus, il y a de la magie dans chaque image. Et à nouveau, je me dis, waouh, c'est trop fort, le message est là depuis le début, sous mes yeux, mais tant que j'ai pas fait le petit puzzle, tant que j'ai pas fait ma petite association de mots, je ne vais pas le voir. Il y a presque un côté magique, en fait. Oui. Et je pense que ce sont vraiment des amoureux de la langue française qui ont fait ces jeux, et bravo à eux, parce que ça donne envie d'aimer encore plus la langue française. On continue avec un jeu qui n'a absolument rien à voir, avec une thématique complètement débile, mais comme on les aime. C'est Dauphin, le 9e passager. C'est un jeu à traître. C'est un jeu, on l'a beaucoup comparé nous à la boutique quand on en parle aux clients à, comment ça s'appelle, Among Us, c'est ça, donc ce jeu vidéo dans lequel on est dans un vaisseau spatial et on doit faire des missions et il y a un traître parmi nous. Oui. Quelque part, ce sont des jeux qui sont un peu hérités aussi du loup-garou et autres. C'est ça, ouais, Dauphin, le 9e passager, ici, va proposer une expérience plus minimaliste parce que nous serons 3 à 5 joueurs. Et surtout, il va y avoir une application, l'application qui va faire le maître du jeu. L'application sait tout. Les joueurs ne savent rien, l'application gère tout. Pour ça, c'est génial parce qu'on va être constamment dans le jeu. Et en plus de ça, l'application, elle vous fait des petits dessins animés d'introduction, elle vous génère des événements, enfin, elle fait vraiment vivre le jeu. C'est top de top. C'est un jeu d'Andreas Wild. Hop. Donc, pour des parties d'environ 35 minutes, pour 3 à 5 joueurs, ça je vous l'ai dit, à partir de 14 ans. Que va-t-on faire dans ce jeu? Donc, nous sommes dans un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial, il a été piraté, il a été sabordé par l'un d'entre nous, qui en fait est un dauphin. Parce que vous le saviez peut-être, mais les dauphins sont des créatures maléfiques qui vivent parmi nous et qui nous veulent du mal. Pour redémarrer le vaisseau, il va falloir qu'on se débarrasse de 3 modules. Et si on se débarrasse de ces 3 modules, on a gagné potentiellement, à part que les dauphins ils vont faire en sorte qu'on soit tous exterminés. Voire même ils vont nous dolphiniser, transformer des équipes en dauphins. Mais oui. Comment ça se joue? Alors c'est dommage, le dos de boîte, je regrette qu'il n'y ait pas le petit plateau dessus, parce que le petit plateau, pour expliquer, il est quand même super pratique. Du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement général du jeu. On a un plateau
avec au centre, vraiment c'est tout l'intérieur du plateau, une espèce de triangle, comme ça, un triptyque A, B, C, et on va jouer des cartes. Donc A, puis B, puis C, on va jouer 3 cartes. Le but du jeu, si on veut y arriver, parce qu'on est humain, d'accord, hein, mais bien je sûr. n'ai pas un dauphin, Alex. Mais non. Moi non plus, je ne suis pas un dauphin. On va essayer de mettre un héros. Et ce héros, on va essayer de le faire entourer de 2 techniciens qui vont le pointer du doigt pour dire « je t'aide ». D'accord? Si on arrive à faire cette configuration-là, c'est super, ce héros va se sacrifier, oui, c'est un héros, c'est dans le titre, et il va pouvoir détacher un module. Ça, c'est quand tout se passe bien. À part que, comment est-ce que ça va se passer pour jouer des cartes? Eh bien, on a des cartes en main, ça va être des techniciens, ça va être des héros, ça peut être des dauphins. Si dans ma main j'ai des cartes dauphins, je suis le dauphin, c'est moi le traître. Je vais faire en sorte que ce dauphin, il va indiquer un personnage qui va mourir. Donc forcément, il n'y aura pas de module de sauver, etc., etc. On va jouer des cartes chacun notre tour, et en fait, les cartes, on va les scanner sur l'appli. Pip, pip, un peu quand vous passez vos courses à la borne automatique. Ça c'est fun. Quand vous êtes à Monoprix. Et l'appli, elle sait qui a joué quoi. Mais personne ne sait qui a joué quoi, c'est ça qui est fantastique. Et elle va vous dire du coup si c'est échoué ou pas, mais on ne dévoile pas les cartes. C'est ça qui est fantastique, on ne saura jamais qui a joué quoi, donc on va essayer de deviner. Quand on réussit, par exemple, à larguer un module, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir récupérer des nouveaux personnages, mais ça peut se retourner contre vous. Et notamment, ce qui va se passer aussi, c'est que le capitaine, parce que je vais revenir dessus, il y a une des personnes autour de la table qui a le rôle de capitaine, va avoir l'option entre plusieurs actions, notamment une des actions, ça peut dire je fais péter le vaisseau, je le saborde, parce qu'en fait depuis le début c'était moi le dauphin, et que j'ai assez de pouvoir pour le faire maintenant, parce que vous m'avez fait confiance, et boum, ça c'est un peu la victoire éclatante. Ou alors vous allez pouvoir choisir une équipe, donc une équipe c'est un joueur en fait, qui a plusieurs personnages dans sa main, et faire défausser des cartes. Parce que admettons, vous êtes un humain, puis vous pensez qu'il y a des dauphins dans cette équipe, donc vous voulez les faire défausser. Attention, les autres joueurs, ils peuvent se rebeller contre vous. S'ils pensent que votre décision elle ne convient pas, notamment si vous décidez de faire péter le vaisseau, admettons. Oui. Et donc ils vont avoir des points de vote, en gros, pour simplement faire la révolution et décider que c'est quelqu'un d'autre le capitaine. En gros, le capitaine, il a un autre pouvoir, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de décider qui commence à chaque tour. Donc quelle équipe, quel joueur commence à jouer la carte, donc la numéro A. La personne qui va jouer la carte numéro B va choisir une autre personne qui a joué la carte numéro 1 va choisir une autre personne qui joue la carte numéro B, qui choisit une autre personne. Donc là aussi, on va essayer de se renvoyer la balle entre personnes de confiance, ou pas. Bien sûr. Voilà donc pour Dauphin, le 9e passager. On n'y a pas encore joué, j'ai juste envie d'ouvrir une boîte, parce que les jeux à identité cachée comme ça, c'est un peu mon truc. Et là, pour le coup, l'expérience minimaliste, avec l'appli qui se charge de tout, oui, quand même, ça donne super envie. Et on va passer du côté JDR. Bienvenue dans cette Actu JDR. C'est l'Actu JDR cette semaine des ovnis. Je vais avoir que des choses un peu étranges à vous proposer. On commence avec Beyond the Wall. Alors quand je dis un peu étrange ou original, du moins. Beyond the Wall, c'est Autre Aventure, c'est du jeu de rôle français. C'est Chakos qui propose ceci. Je vais te faire tourner la caméra, Alex, pour montrer un petit peu. Chakos, ils sont surtout connus, en tout cas moi je les connais surtout pour ça, pour leur wargame d'excellente qualité, très moderne et toujours historiquement très référencé. Donc, par exemple, dernièrement, on a vu Braise 1341, Saladin, Border State, c'est eux aussi, oui, c'est eux aussi. Voilà, ces jeux dont, avec Alice, on vous parle toujours très très bien. On est en galère parce qu'on est nul en histoire géo. Et à chaque fois, on se fait taper sur les doigts parce qu'on dit n'importe quoi. Par contre, eux, quand ils font des jeux historiques, c'est pas n'importe quoi. Et donc, eh bien, je trouve que ces personnes, du coup, ont édité Beyond the Wall. On est sur du jeu de rôle Heroic Fantasy, on n'est pas dans du Donjons et Dragons dans le sens où la magie n'est pas omniprésente. On est peut-être un peu plus proche d'un univers à la Seigneur des Anneaux, admettons, même peut-être encore un peu moins en termes d'opulence magique. C'est un jeu de rôle, à la base, un livre de base, qui a été étudié, qui a été développé pour pouvoir improviser, vous donner des outils d'improvisation d'aventure. Personne ne sait ce qu'on va jouer ce soir, y compris meneur ou meneuse de jeu. On se met autour de la table et c'est parti. Et le bouquin va nous fournir des outils pour créer l'histoire, la découvrir et la mener à bien, peu importe quelle sera la conclusion. On a également donc du coup ce gros coffret dans lequel vous allez retrouver le livre de règles qui propose ce dont je viens de vous parler, mais également une campagne qui elle pour le coup est cadrée. En termes de règles, ça se rapproche plus ou moins de Donjons et Dragons également. C'est pas du tout du copier-coller, mais voilà, pour vous donner un petit peu une typologie de règles, on est un petit peu dans ce genre d'univers et de règles à nouveau, avec cette proposition de pouvoir improviser
On a également reçu Trouilleville, le volume numéro 2. Trouilleville, j'adore, parce qu'en fait, c'est pour faire du jeu de rôle avec des enfants à partir de 7 ans, dans un univers horrifique, mignon, choupi, un peu Tim Burton, Oui. ultra coloré. Et donc il y avait un premier volume, ce deuxième volume va compléter le premier, vous en doutez. On peut s'en servir de livres, c'est-à-dire vous pouvez ne pas avoir le premier, c'est pas spécialement conseillé non plus parce qu'il va y avoir quelque chose en moins, notamment eh bien, une partie des règles que vous pourrez récupérer autrement, notamment ici il y a un petit QR code, vous le scannez et vous allez pouvoir manquer les informations qui vous manquent. Je suis toujours très heureux quand je peux proposer, on est toujours très heureux, parce qu'il n'y a pas que moi à la boutique, Oui. de proposer du jeu de rôle pour jouer en famille. C'est trop génial, on a plein de familles qui viennent chercher du jeu de rôle. On commence à avoir de belles choses avec du critical, du roll time, Trouilleville. Et on termine avec, alors là pour le coup, un vrai ovni. C'est Chroniques d'un vampire millénaire. Regardez-moi comme c'est joli. Il y a des dorures. Quand il y a des dorures, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas que des dorures, à l'intérieur c'est vraiment super beau. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh bien, c'est un jeu de rôle solo. C'est un peu la mode, c'est un peu le vent en poupe, le jeu de rôle solo. C'est un format assez hybride, surtout celui-là finalement ne ressemble à rien que je connaisse. C'est un peu du livre dont vous êtes le héros qui va générer des histoires à nouveau. On a vu Ronin récemment, un peu dans le même style. Ronin qui était plus minimaliste, celui-ci est ultra complet. Tout est dans le titre, on va jouer un vampire. À chaque partie, alors une partie c'est plutôt un ensemble de scénarios, un ensemble d'événements finalement, comme quand on fait une campagne de jeu de rôle, mais peut-être moins sur la durée. À chaque partie, vous allez recréer une histoire en fait de A à Z. Elle peut se terminer relativement prématurément ou vraiment durer longtemps. Et cette partie, elle est un peu particulière puisque vous allez la tenir sous forme d'un journal qui est un format hybride entre un journal, comment on appelle ça, vous allez écrire votre vie au quotidien, Ok. mais aussi votre feuille de personnage finalement. C'est assez original comme proposition. Et en gros, vous allez commencer au tout début du livre, ici. Vous allez avoir des amorces comme ceci. Ce sont des, comme son titre le dit, des lancements de morceaux, d'événements, d'histoires, de petits bouts de scénario qui vont bien sûr par la suite s'imbriquer les uns dans les autres, qui vous font raconter quelque chose. Donc là, deux moyens de le jouer, soit de manière très expéditive, on résout de manière mécanique, mathématique et on passe à autre chose, soit vraiment sur son carnet, sur son journal personnel, on va écrire, inventer ce qui se passe. Ça peut être sur votre téléphone alors que vous êtes en train d'attendre dans le tram, ou alors vous pouvez acheter un joli journal et tout écrire dedans. Ensuite, vous allez jeter un dé et ça va vous faire avancer ou reculer de plus ou moins 2 pages. Ça va vous faire arriver sur une autre amorce. Alors, que peut-il se passer sur ces amorces? Eh bien, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles compétences. Ces compétences vont être liées à des souvenirs. Attention, vous êtes un vampire, vous vivez très longtemps, vous pouvez perdre des souvenirs. Vous allez pouvoir gagner des contacts. Finalement, ce sont des personnes avec qui vous êtes en contact. À nouveau, vous êtes un vampire millénaire. Ces personnes, ce sont probablement des mortels, pas forcément. Elles peuvent disparaître aussi. Et donc, vous allez constamment comme ça faire évoluer votre personnage entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez. Et vous vous rendez compte que finalement, votre personnalité au travers des années, au travers des siècles, va vraiment évoluer et va raconter tout un tas d'histoires qui forment une sorte de tapisserie au final. Voilà, je vous vends le truc. Moi, je me le suis vendu moi-même. J'ai lu les règles, j'ai commencé à faire quelques amorces. Je vais juste me l'embarquer à la maison pour me faire un petit journal. C'est dingue comme proposition, c'est hyper bien édité. À nouveau, on a de belles choses côté jeu de rôle. Mais en attendant, on va passer de l'autre côté. Coucou YouTube! Et oui, je clôt cette vidéo, enfin presque, il y a derrière le comptoir comme d'habitude, avec une nouveauté, Next Station Tokyo! Je suis trop content! Bah oui, t'es content, t'étais déjà sur le Next Station London, le premier du nom. Donc maintenant il y a la suite dans la capitale japonaise. C'est distribué par Blue Orange. C'est un jeu à partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs pour 25 minutes de jeu. Et je ne peux plus vous dire, ah voilà, Matthew Dunstan, l'auteur, est toujours illustré par Maxime Morin. On va y retrouver les mécaniques de Next Station London, que je vais quand même réexpliquer pour les gens qui ne connaissent pas, et on le recommande très chaudement. C'est
on va dire le niveau au-dessus de Next Station London, hein, quand même, faut être vraiment honnête. On va chacun avoir une petite feuille comme ceci qui au début est vierge et vous allez y dessiner les différentes lignes de métro de Tokyo. On va en avoir 4 à dessiner. Au bout de 4 manches, on va mettre fin à la partie et compter les points. Ce qui est intéressant déjà en twist, c'est que chaque manche, chacun aura un crayon avec une couleur qui lui impose du coup une station de départ. Donc moi à cette manche là j'aurai le crayon marron, et bien je commencerai de cette station là et j'irai me balader autour. Puis ensuite à la fin de la manche je passerai mon crayon marron à mon voisin qui passera son crayon à son voisin, etc. etc. Un draft de crayons, c'est magnifique, n'est-ce pas? Sinon le jeu lui c'est du flip and write. Donc c'est à dire que vous allez avoir un petit tas de cartes ici, on va avoir un contrôleur. Ça c'est accessoire, en gros quelqu'un qui va retourner la carte. Ça peut être n'importe qui, on s'en fiche. Il retourne la carte. Alors la première évidemment c'est pas un bon exemple. Voilà. Hop. Oh là là, il révèle un octogone, pentagone, je sais pas. C'est un pentagone. Merci. Et donc du coup, eh bien, comme je vous ai dit, je pars de ma station marron, puisque je suis à la manche marron pour moi, et en partant de là, je vais essayer de rejoindre un pentagone qui est relié par des pointillés. Donc depuis ce triangle-là, je pourrais rejoindre celui qui est juste là à droite, ou celui tout en bas. J'en ai pas d'autres, parce que là c'est un triangle, un carré, là c'est un rond, et là c'est un rond. Et un carré. Donc du coup, je vais décider, hop, de descendre ici. Tout le monde fait ça de son côté. Une fois que tout le monde est d'accord, hop, on passe à la prochaine carte et ça va être un rond. Je peux continuer soit depuis ma nouvelle station ici, ce qui tombe bien parce que hop, je vais aller à ce rond ici, ou alors je peux continuer avec mon autre extrémité. En gros, j'ai le droit de continuer à partir de mes deux extrémités. Et donc, ma station de départ reste une extrémité pour l'instant, donc je pourrais aller au rond là-haut par exemple. On continue comme ça jusqu'à ce que toutes les cartes vertes aient été révélées. Si vous n'avez pas de chance, elles tombent très vite et la manche est courte. Et sinon, vous allez à peu près jusqu'au bout. Le scoring, c'est ça le plus intéressant et le plus complexe par rapport à Next Station London, vous allez l'avoir ici. Donc vous voyez, là il y a 4 couleurs parce que aux 4 manches, on aura scoré. Donc voilà, là c'était la première manche ici sur cette feuille. Donc on va compter nos points de la ligne violette. Ici, on voit 6 x 3. Pourquoi? Eh bien on va compter le nombre de quartiers. Donc c'est les zones jaunes. Alors oui, c'est très clair. Le jaune est très clair, mais bon, c'est comme ça. Au moins, on voit quand même encore les signes et les pointillés. Donc ça, c'est un quartier, par exemple. Et combien de stations j'ai visité le plus dans un des quartiers? Par exemple, j'ai visité ici 6 quartiers avec la ligne violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal. Et j'en perds mes crayons, c'est pas grave, on passe au rose, j'en ai plein d'autres. Il y en a 4 dans le jeu. Et donc du coup, c'est dans quelle zone apparemment que j'ai le plus visité? C'est dans ce quartier-là, je dirais, où j'ai visité 1, 2 et 3 stations. Les autres, j'ai visité une station ou 2. Donc du coup, j'ai fait 6 x 3. J'ai 18 points pour ma manche violette. Et tout le monde a fait ça de son côté. Et on passe les crayons jusqu'à les 4 manches. On va avoir d'autres moyens de faire des points. On va avoir faire des hubs d'échange, donc en gros avoir plusieurs lignes qui se croisent au même endroit. Si vous arrivez à faire un hub de 3 lignes de couleurs différentes, vous allez avoir 5 points. Si vous arrivez à faire croiser 4 lignes, donc 4 couleurs différentes à une station, vous avez 15 points. Et si vous arrivez alors à en faire 5, on n'a jamais réussi pour l'instant, vous avez 30 points. Alors déjà, je vous dis, vous avez gagné. Par contre, vous allez aussi avoir les stations de la ligne centrale, qui est cette ligne circulaire là verte. Ça, si vous arrivez à rejoindre les stations, c'est cool parce que à la fin, toutes les stations que vous n'aurez pas réussi à rejoindre avec une des autres lignes, vous fait des points malus. Donc faut pas trop les négliger. Et après, vous allez avoir les tampons touristiques. Donc c'est un truc qui se fait en vrai à Tokyo. Quand j'y étais allée, vous allez dans les quartiers et en fait il y a des sortes de mairies de quartier là-bas où vous faites tamponner et chaque mairie a un petit tampon mignon de fleurs de cerisier, des choses comme ça. Et donc pour eux, c'est représenté par les quartiers vraiment en périphérie. Donc les tout petits carrés là qui sont là et les formes, c'est des formes que je n'arriverai pas à nommer parce que je suis très nulle en géométrie, mais qui sont vraiment extérieures. Quand vous y mettez 2 lignes de
de métro, donc 2 différentes, vous pourrez colorier la petite zone. Vous voyez ici, il y a du rose et du bleu qui y passent. J'ai colorié cette zone-là parce que ça y est, j'ai réussi à y mettre 2 lignes. Pareil, j'ai réussi ici, donc hop, fin de partie, j'aurai 15 points. Voilà, ça c'était le jeu. Oubliez de faire une précision, de manière générale dans le jeu, vous n'avez pas le droit de croiser une ligne. Voilà, c'est comme le Snakes, vous faites ça, c'est muerte, vous ne pouvez pas écrire. Voilà, ce tour-là, vous le ratez, tant pis. Mais on ne se croise pas, il n'y a que les hubs d'échange qui sont OK. Et enfin, ça c'est les petits twists qu'il y a toujours. Vous avez des cartes objectifs qui sont possibles à mettre dans la partie pour scorer, par exemple réussir à faire des hubs de 4 ou plus, par exemple avoir réussi à relier toutes les stations vertes, etc. etc. Avoir visité les 13 quartiers. Oh, c'est chaud ça. Je sais même pas si un jour quelqu'un pourra le faire. Voilà, ça c'est les objectifs. Et vous avez ce petit twist là. Je ne sais pas ce que c'est le terme un peu roleplay du thème, mais vous avez ces 2 cartes là. À chaque manche, vous allez sortir une carte orange et une carte bleue. Et en fait, vous allez avoir des pouvoirs. Normalement, dans le jeu de base, c'est les crayons qui ont des pouvoirs, mais là, ça va être une forme qui a un pouvoir. Donc pour cette manche là, dès que le contrôleur tire une carte et que c'est un carré, et ben vous pouvez entourer la station où vous arrivez, donc carré, et à la fin de la partie, elle vous vaudra 2 fois ses points si elle fait des points. Voilà. Vous en avez plein d'autres, comme pouvoir tracer une 2e ligne tout droit à partir de la station où vous êtes arrivé, des choses comme ça. Voilà, voilà. Je pense que c'est à peu près tout et on va pouvoir, Antoine, faire le tour et moi me glisser derrière. Voilà, on a dit qu'on aime se balader, et ben on vous balade. Oh. Coucou. On continue avec les nouveautés, mais derrière le comptoir, donc il y aura un petit retour en stock, mais on continue les nouveautés avec elle est solide la boîte. C'est du Marvel Zombies, donc on est toujours dans la gamme en fait du Zombicide. Sauf que le Zombicide habituellement, vous jouez les héros entre guillemets et vous allez vaincre du coup les zombies. Ici, c'est l'inverse plus ou moins. En fait, vous allez jouer les zombies, mais vous allez dire juste les zombies. Non, non, non. Vous jouez les super-héros zombifiés. C'est encore mieux. Vous avez du coup dans cette boîte-là, donc je vous montre quand même, parce que l'image elle claque de fou, mais je vous montre quand même le matos. En fait, il y a plein de figurines différentes, parce que du coup, vous avez des agents du Shield, vous avez du coup les super-héros, donc qui seront joués par le jeu et qui vont essayer de vous défoncer la tronche, et vous avez du coup les figurines de super-héros zombifiés, et c'est elles que vous allez jouer. Là, en gros, donc, on garde les mécaniques classiques de Zombicide, avec aussi des objectifs à réaliser, mais surtout la nouvelle mécanique qui est intéressante pour rester, on va dire, stable en tant que zombie pour vous, c'est la faim. Parce que du coup, vous aurez une faim, on va dire, insatiable. Du moins, vous allez essayer de la repousser au maximum. Et du coup, vous allez essayer de l'entretenir, cette faim. Donc du coup, vous allez être sans arrêt en train de devoir manger des gens pour essayer de ne pas justement sombrer, mourir tout simplement, de périr, parce que vous avez besoin en fait de vous nourrir. Donc il va falloir trouver un équilibre entre vos objectifs à réaliser et cette faim en fait que vous allez devoir sans arrêt essayer de remplir. Voilà en gros la mécanique principale de Zombicide. Sachez qu'il va y avoir une extension après et plein d'autres extensions qui vont permettre de changer les rôles et d'être finalement les super-héros contre les zombies super-héros, de jouer les agents du Shield contre les super-héros zombifiés. Il y aura moyen de moyenner comme on dit et d'avoir un Zombicide avec plein de modes possibles, mais il va falloir attendre l'extension qui doit arriver je crois fin juillet ou fin août. Voilà. Ne te prononce pas, c'est trop risqué. C'est déjà super cool d'avoir vu ça. Je vous recommande les bandes dessinées Marvel Zombies qui sont très très cool. Je vous recommande aussi de voir What If, la série, l'épisode spécial sur les zombies qui est très très cool. Ah oui, et oui. Oui, il y a la nouvelle extension de la surprise du chef. Seigneur des Anneaux, chasse-rêve. Alors je vous avoue, je ne sais pas du tout ce qui a été rajouté, mais je peux le voir là, qu'ils ont intégré tout ce qu'il y avait dans le Havre Gris à l'époque. Donc le Seigneur des Anneaux JCE, c'est un jeu de cartes, évolutif. Donc vous achetez comme Marvel Champion et comme Horror Arkham une boîte de base dans laquelle vous avez des investigateurs ou des super-héros avec des scénarios méchants. Là, c'est un anneau, c'est un peu pareil. Vous avez toujours une boîte de base qu'il vous faut acheter. Et après, vous avez les extensions. Les extensions, vous avez des extensions de héros et des extensions de campagne. Une campagne qu'on avait eue, c'était une toute petite boîte, c'était la Forêt Noire. Et l'autre qu'on avait eue, c'était avec Aragorn, donc c'est le Réveil d'Angmar. Donc il y avait l'extension de scénario d'Angmar et l'extension de héros. Là, maintenant, on a uniquement l'extension Le Chasse-Rêve, extension de héros, mais il va y avoir après
l'extension scénario pour Chasse-Rêve. Et donc ça reprend les cartes qu'il y avait dans l'extension qui existait à l'époque, donc Havre Gris, où vous aviez une boîte avec plein de mini-paquets autour, c'était horrible comme format. Ils font quand même le truc à l'envers comme pour Horror Arkham, ils sortent d'abord les héros avant la campagne. Je ne comprends pas s'il y a des gens qui savent pourquoi, parce que peut-être qu'il y a une vraie raison parmi vous les joueurs des JCE, pourquoi ils sortent les héros avant les scénarios. Mais dites-le moi, parce que s'il y a une vraie raison, au moins je dormirai et je mourrai moins débile. L'avantage ici, c'est qu'on peut jouer apparemment Denethor. Voilà, qui est un super personnage très attachant du Seigneur des Anneaux. C'est le père de Faramir et Boromir, je pense que c'est la pire crevure qui existe. Après Sauron, normalement. Où ça part, Sauron? Peut-être la bouche de Sauron est avant lui, et ça à voir. Ah ouais, voilà. Retour en stock, réédition, retour en stock de Dany, le jeu, voilà, à identité cachée et interprétation d'images dans un univers à moitié burtonien, psychanalyste, où vous jouez Dany qui a plein de personnalités parce qu'il est schizophrène, le petit, et vous êtes Dany qui lui est raisonné, mais qui ne doit pas se faire repérer au milieu de ses autres personnalités, parce que sinon il va se faire défoncer et les autres personnalités vont prendre le dessus dans sa tête. Une sorte de et c'est fini tout. Qui rencontre Dixit, un peu. Ouais, il y a de ça, hein. Mais voilà, avec des cartes un peu... un Dixit 16+. C'est là où on voit le côté un peu psychanalyste. Il y a une direction artistique qui est vraiment géniale. Voilà, elles sont vraiment très très bien. Donc réédition dans un nouveau format, avec des cartes plus grandes et plus de cartes de ce que j'ai compris. Voilà, avec 265 mots. C'est une boîte retravaillée en fait. Oui, voilà, c'est un retour en stock un peu réédité, nouvelle tête, nouveau skin. Elle s'accorde avec la nouvelle gamme qu'ils font pour aussi les ta gueule. Ils sont dans ce format-là, ils sont en train d'uniformiser leur gamme un peu comme ça. D'accord, très bien. Voilà. On avait ça aussi, une nouvelle BD de Hocus Pocus. Nouvelle BD dont vous êtes le héros à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans et bien plus parce qu'il n'y a jamais de limite pour s'amuser. Là, vous allez avoir du coup Hocus et Pocus, je sais jamais c'est lequel, Hocus et Pocus ou Pocus et Hocus. Moi c'est comment c'est les Gretel à chaque fois. Je sais plus. Mais vous allez suivre leurs petites aventures. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez 2 aventures. Vous suivez Pocus qui va enquêter sur des champignons. Et Hocus qui part en quête de Dorothy au pays des nuages. Voilà, donc en gros vous allez avoir 2 aventures en un livre, et après c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, hein. Sur chaque image vous avez des chiffres et des couleurs aussi qui vous indiquent en fonction du choix que vous faites à quelle page de quelle couleur vous allez vous rendre. Voilà, c'est chez Macaca, ils font toujours des petites BD comme ça trop mignonnes, comme Chaton et Dragon, comme le Ligwilly, le facteur là, petite mouette facteur, trop mignon. Voilà, donc là c'est bon, je crois qu'on a fini. Là on a tout fait et on donc, se retrouve tout de suite pour le focus de Almost Innocent. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Almost Innocent, un jeu de chez Matago à partir de 12 ans pour 2 à 5 joueurs. C'est compétitif, bien évidemment. Non, c'est coopératif. C'est un jeu coopératif, bien sûr. Donc pour 2 à 5 joueurs, c'est des parties d'environ 30 minutes. Ouais. Voilà. C'est un jeu de, alors je vais prendre ma fiche, tu me l'as mise là, Philippe Attali. Illustré magnifiquement par Satoshi Matsuura. Vous le reconnaîtrez peut-être, il a déjà illustré Hidden Leaders chez le même studio. Chez le studio. Matago toujours qui nous fait venir ça sur le marché français et c'est toi qui vas nous l'expliquer. Déjà, c'est une belle avant-première, donc merci Matago. C'est censé sortir plutôt pour l'automne. Tout à fait. Donc trop cool l'avant-première. Alors, qu'est-ce que c'est que Almost Innocent? Déjà, il y a un petit mode de campagne, très rejouable, parce qu'à chaque fois, ça va être des mises en place totalement différentes. Oui. La campagne, vous l'avez dans ce petit livret, qui va vous dire à chaque fois quelle mise en place faire. Donc il est conseillé bien évidemment de commencer par acte 1, scénario 1, et de monter comme ça, puisqu'à chaque scénario, vous rajouterez des nouvelles mécaniques qui vont complexifier le jeu, sachant qu'en plus, chaque scénario va pouvoir avoir 3 niveaux de difficulté, un facile, moyen, difficile. Dans chacun, il y aura forcément des choses qui vont pas vous aider. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Vous allez me dire quand même, à un moment, je dis tout ça. Et ben c'est un jeu coopératif de déduction, je dirais, déduction, un peu d'enquête. Ouais. Vous allez mélanger Peter Pan, qui est aussi chez Matago, et Île au Trésor du coup. Oui, le Trésor aussi. Île au Trésor, Peter Pan, dans le sens où en fait vous allez faire deviner à votre voisin de droite quelque chose, et lui il fera deviner à son voisin, etc. Voilà, etc. Donc ça c'est Peter Pan.
Oui, ça c'est Peter Pan. Et mélanger à Hanabi. Parce que vous allez donner des indices qui vont servir à tout le monde. Et on est limité en nombre d'indices. Bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour donner une ambiance générale. Almost Innocent, le pitch de base, vous êtes une bande d'aventuriers, vous êtes partis à la recherche de la couronne de l'empereur d'Oshra, je crois, le royaume d'Oshra. Vous cherchez des infos à la taverne la plus réputée, sauf que tout le monde vous dit je sais pas où elle est ta couronne, mais on vous sert du thé un peu trop épicé pour être légal d'ailleurs, et vous vous réveillez le lendemain. Blackout, vous vous souvenez de rien du tout de ce qui s'est passé la veille, mais un gars vient vous voir et dire oh là là, il y a des gens qui se sont fait kidnapper, est-ce que vous pouvez aider ces gens? Nous sommes de braves héros, qu'est-ce que nous allons faire? Chacun se rappelle de petites bribes de la soirée. Donc on va essayer de mettre en commun nos informations pour essayer de démêler ce qui s'est passé et d'essayer de retrouver les victimes. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi j'ai des infos qui vont servir à mon voisin de droite va avoir des infos qui vont servir à son voisin, etc. etc. Ça se joue très bien à deux, hein. On l'a testé ce midi à 2, oui, ça marche et on bien l'a testé aussi le soir à 4. Ouais. C'est pareil, c'est très bien. Bien que à plusieurs, c'est encore plus satisfaisant de donner des indices qui vont servir à plein de gens. Oui. Voilà. Comment ça va se passer? On va chacun avoir une ardoise avec le magnifique paravent qui va avec son personnage. Au début, le personnage ne sert à rien, juste pour avoir la couleur, mais au fur et à mesure des campagnes et des scénarios, ça va vous apporter des pouvoirs. Donc, chacun a donc son ardoise qui, au début, est totalement vierge et va la remplir avec des pré-infos. Déjà, j'ai grisé, enfin colorié en noir, les cases qu'on retrouve en noir sur le plateau central, qui est donc acte 1, scénario 1. Voilà. J'aurai un autre plateau pour un autre scénario, par exemple. Ça, c'est des cases vides. Tout le monde a les mêmes cases vides, on sait que là il se passera rien. Ensuite je vais distribuer 4 cartes, donc une de chaque type à tout le monde. On a les cartes crime, les cartes victime, les cartes preuve et les cartes lieu. Dans d'autres scénarios on aura aussi des coupables. Ça j'en distribue une à chacun du coup, donc elles sont toutes en exemplaire unique. Vous n'aurez pas une autre potion quelque part ailleurs. On va reporter ces informations-là sur notre grille, donc ces informations on va les retrouver sur la grille centrale. Vous voyez, moi je cherche mon incendie, donc mon incendie étant B1. Hop, B1, donc sur ma petite planche, je mets un S pour solution à B1. Voilà, après vous le notez comme vous voulez, mais c'est conseillé S et c'est assez clair. Donc je sais déjà que ça c'est la solution pour mon voisin, et que par élimination, ce sera pas mon truc que je dois deviner, parce qu'il est déjà pris, et je vous ai dit c'est unique. Et je vais continuer comme ça, donc un autre truc c'était en C2, etc. Donc voilà, chacun a fait ça de son côté, et maintenant on a la mise en place de fait, on va pouvoir jouer. Premier joueur, n'importe qui, va choisir une des petites loupes qui sont au milieu, elles sont recto verso. Vous avez un côté avec un petit hashtag, ça va être des questions chiffrées, et de l'autre côté il y a des couleurs, ça va être des questions de type de cartes. Donc les cartes, c'est celles qu'on vous a montrées, hein. Il y en a 4 types, comme on a dit, les jaunes, les bleus, les vertes et les oranges. Donc je vais choisir une ligne, colonne, et je vais poser la question à mon voisin de droite. Je vais dire ok, donc je prends le côté chiffre, je vais dire dans cette ligne, donc la colonne B, pardon, oui. Combien d'indices me concernent? Donc mon voisin de droite va regarder lui sur son ardoise et va regarder si dans la colonne B il a marqué un petit S justement, parce que ça fait partie. Ou plusieurs d'ailleurs. Bien sûr. Et à ce genre de questions, il ne peut répondre que par des chiffres. Il peut dire soit 0, soit jusqu'à le max, je crois, c'est ici 4, parce que dans cette colonne-là, il y en a 4. Mais non, oui, non, parce qu'il y a 2 crimes, donc en fait, ce serait 3 maximum, quoi. Ouais. Donc du coup, il me donne un chiffre, et moi, soit je vais pouvoir carrément barrer des cases que c'est bon, je sais que celle-là, par élimination, par rapport à d'autres indices, c'est sûr que c'est pas moi, soit juste marquer le petit chiffre au coin de mon ardoise. Là, j'ai demandé pour le B, il m'a dit 1, donc du coup, je mets 1 en bas. Donc je sais que là-dedans, dans tout ça, j'ai une carte qui me concerne. Ok. Et chacun de notre tour après, nos voisins vont y répondre. Donc le gars à côté de moi, il va demander à son voisin, et moi, dans cette colonne, combien me concerne? Et donc du coup, chacun va avoir sa réponse aussi. C'est pour ça qu'on va essayer de choisir des questions qui vont éliminer le plus possible de possibilités pour nous, mais aussi pour le plus de personnes possible. Voilà, autour de la table. C'est ça qui est vraiment très satisfaisant dans ce mode coopératif. Bien sûr. Voilà. Lui, il nous bloquait. Il était genre, en une question, je n'ai qu'une seule réponse pour moi. Oui, mais
Notre nombre de jetons questions indices est limité. À la fin de ces jetons indices, on sera tous obligés de proposer une combinaison de cartes. Si on se trompe, on a perdu. On a du coup le chiffre. Les chiffres, mais on a aussi les types de cartes. Donc je peux dire par exemple, tiens, dans cette ligne-là, dans la 5, et là j'énumère une couleur. Donc plutôt, elle est pas très pertinente ma question. Bah tu pourrais dire ouais t'as bleu ou crime, mais là du coup crime, tu fais un peu comme moi la dernière fois. Ouais c'est clair du caca. Non je vais dire dans la ligne 3, est-ce que j'ai un des deux lieux là? Voilà. Est-ce que j'énumère les lieux? J'ai dit là, parmi les lieux de cette ligne, est-ce que il y en a un qui me concerne? Tu choisis un type en fait. Oui, un type. J'aurais pu dire est-ce que parmi les bleus qui sont les victimes, il y en a un qui me concerne? Et ton allié va répondre oui ou non? Il peut répondre que oui ou non. Okay. En fonction de ça, je vais prendre des notes aussi. Il y a des conseils de comment prendre des notes, mais en vrai, vous faites ce que vous voulez, ce que vous comprenez le mieux, quoi. Voilà, ça c'est les deux types de questions que vous allez pouvoir avoir. Une fois qu'on a fait ça, soit vous pouvez vous arrêter avant quand vous pensez que tout le monde a trouvé sa combinaison de 4 cartes. Ou alors vous allez jusqu'au bout des jetons indices. Le mode de difficulté va vous en donner plus ou moins. Quand c'est facile, vous en avez 12. Quand c'est moyen, c'est 9. Et quand c'est difficile, je sais plus, j'ai déjà oublié le chiffre. Parce qu'on n'a pas encore joué en difficile. Et là, chacun notre tour, on va annoncer d'abord sa victime. Donc moi, la victime que je pense être, c'était la grenouille épéiste. Bon, si j'ai juste, tant mieux. Si j'ai faux, on perd un jeton de Almost Innocent, sachant que en fonction du mode de difficulté, vous en avez plus ou moins. Oui. Là, j'écoule le premier. Si quelqu'un d'autre, à un moment, se trompe, on a perdu le deuxième et on a perdu tout court. Donc voilà, faut avoir donné les bons indices au bon moment. Il faut que chacun, du coup, ait trouvé la victime, le crime, la preuve. Et la preuve. Ouais. On a le droit à une ou deux erreurs, ça dépend du niveau de difficulté, mais en vrai, c'est super chaud et c'est très malin de choisir à chaque fois les couleurs ou les nombres. Et surtout, choisir, pas que pour soi, évidemment, mais essayer de créer éventuellement une question qui pourrait satisfaire le plus de joueurs possible. Qui serait pertinente. Donc, sachant qu'on ne peut pas doubler une ligne ou une colonne. S'il y a déjà une loupe devant, on ne pourra pas reposer une question. Donc posez la bonne. Voilà. Après, donc ni en face aussi, ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc là, la B, ça y est, elle est questionnée. On ne pourra plus jamais poser de questions sur la B. Okay. Et la 3 non plus. Ah ouais, une loupe par ligne et par colonne, ouais, c'est chaud. Et oui, voilà. Après, c'est sympa, vous pouvez raconter des histoires. Moi, le coupable a un peu trop mis le feu à un mage doté de mains qui glissent avec une mixture à l'arachide et dans une cabane inifugée. Voilà, ça peut faire des trucs un peu débilos et bien drôles. C'est chouette parce que ça renouvelle vachement les jeux de déduction. Et en plus... Et rejouable. Voilà, coop rejouable, légèrement quand même scénarisé pour donner un peu d'intérêt, enfin pas d'intérêt, mais de cœur un peu à ce qu'on fait. Et ça, c'est chouette parce que... quand même, c'est trop bien. Mais je voulais appuyer sur le fait que ce soit coopératif en simultané. C'est-à-dire que vous jouez à votre tour et vous aurez donné une info aux autres et pendant que les autres vont jouer, vous allez aussi avoir des infos. Et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment chouette parce que ça crée une dynamique qu'on n'a pas forcément dans un jeu de déduction souvent. C'est un peu dans son coin, on fait son truc. Alors que là, c'est bien parce qu'on fait profiter au mieux les autres. On essaye. Donc c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est un bon jeu de déduction au final et d'enquête. Et là-dedans, dans cette grosse enveloppe très jolie, c'est là-dedans que vous aurez les secrets des autres scénarios que, évidemment, je me suis spoilé sans vergogne, parce que j'adore les spoils, mais je vous respecte assez pour ne pas vous spoiler. Mais voilà, vous allez avoir plein d'histoires, et la campagne aussi évolue. Scénario 2, il se passera la suite de votre enquête. Qu'est-ce qui se passe? Vous rencontrez une souris serviable. Il faudra attendre fin d'année pour savoir. Bah ouais, automne. Donc voilà, c'était Almost Innocent. Encore merci Matago pour cette belle avant-première et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.